Voilà. Merci, le professeur Philippe Barret, pour cet éclaircissement sur l'état des lieux et aussi les pistes de solutions quand même, parce qu'il y a des solutions. Voilà, donc je vais inviter Philippe Barret et Bruno Schiffers à venir devant. Et donc on va avoir une petite session de questions-réponses. Alors, on va passer les micros. Et donc, je vais vous demander, avant de poser votre question, de vous présenter, donc qui vous êtes. Et alors, on va prendre 3 questions, et après, on posera les 3 questions aux intervenants. Voilà. Donc, Monsieur Barret, je ne pensais pas du tout poser cette question. J'étais venu pour en poser d'autres. Je n'étais pas du tout pour poser cette question. J'étais venu pour en poser d'autres. Mais vous avez mis en cause la mauvaise foi des jeunes agriculteurs. Moi, j'ai 66 ans, donc j'étais aussi offusqué avec la manière dont ils ont manifesté. Mais il faudrait essayer de comprendre pourquoi ils ont manifesté. Donc moi, je voudrais mettre en évidence le fait qu'ils ont manifesté, ces gens-là, ce sont des éleveurs, des gens qui font de la viande. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, depuis qu'ils ont manifesté, le prix de la viande a augmenté de 25% pour le prix payé aux producteurs. Qu'en est-il du prix en grande surface? Le prix de la viande n'a pas augmenté en grande surface. Donc, quelque part, je pense qu'on peut les excuser parce qu'ils ont quand même obtenu satisfaction en ce sens qu'il y avait des intermédiaires qu'ils ont dénoncés et qui prenaient une partie de leur part dans le prix de la viande. Donc, c'est un peu pour remettre les choses à leur place. En fait, on va prendre 3 questions et puis on répondra après. Voilà. Merci. Bonjour, Michel Saint-Huil. Donc, je reviens sur votre dia sur la manifestation à Bruxelles. Moi, j'ai entendu que ces agriculteurs... Vous pouvez vous présenter d'abord? Michel Saint-Huil, je suis bio-ingénieur. Ok, je n'avais pas entendu. Donc, je suis frappé par votre dia et par votre commentaire. Moi, j'ai entendu que les agriculteurs signifiaient leur position vis-à-vis du Mercosur et mettait en évidence que l'on importe énormément de produits qui contiennent toute une série de pesticides, entre autres. On n'en parle pas du tout. Je voudrais savoir votre position à ce niveau-là, parce que la politique que vous définissez, qui doit être cohérente et autre, elle doit se faire au niveau national et européen, mais elle doit tenir compte également de ces importations, je dirais, au niveau mondial. Merci. Merci. Une 3e question, oui. Voilà. Henri Loest, agriculteur tout à fait conventionnel en SBI liégeoise. Alors, moi, c'est plutôt une réflexion, finalement, parce que, bon, vous avez la volonté, je pense, d'opposer les systèmes agricoles les uns par rapport aux autres. Et donc, considérer que d'un côté du vôtre, tout est bien, et de l'autre côté, tout est mal, nous sommes des empoisonneurs publics. La première question que je vais vous poser, c'est pourquoi, à votre avis, et dans le monde politique et lors des élections, vos idées ne sont pas retenues par les électeurs. Ça, c'est une chose. Deuxième question que je voulais vous poser, c'est une réflexion d'Alain Minc, que vous connaissez sûrement aussi bien que moi, qui a dit hier, dans une émission TV, que cette réflexion imbécile du monde écologique qui voulait fermer les centrales nucléaires et aujourd'hui qui veut supprimer toute la chimie de l'agriculture, et je ne suis pas pour la chimie, hein, on est bien d'accord, car ça doit faire l'objet d'une discussion beaucoup plus approfondie. Donc, la fermeture des centrales nucléaires a entraîné, par exemple, l'Allemagne dans des problèmes d'approvisionnement énergétique énormes, et que aujourd'hui, l'absence d'encadrement
chimique, je vais dire, des productions agricoles, allait provoquer un déficit d'alimentation de 40 à 50% au niveau de la planète. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que les produits chimiques, c'est du poison. On en est tous bien conscients. Mais il y a des efforts énormes qui ont été faits par le monde agricole, par la recherche. Vous avez l'air de balayer d'un revers de la main toutes les recherches qui sont faites. Par exemple, à Jean-Blou, au Serra, demain, il y a les journées du livre blanc, où c'est, il me semble, l'agriculture, je vais dire, raisonnée, réfléchie. Je pense, M. Schiffers, que vous ne pouvez pas considérer que vos ex-collègues ont tout faux et que vous avez tout juste. Et donc, la salle est pleine, l'auditoire est plein chaque année, matin comme après-midi, d'agriculteurs qui viennent réfléchir sur l'utilisation et sur l'avenir de l'agriculture. Et là, moi, je pense que je voudrais quand même vous entendre, parce que considérer qu'aujourd'hui, poser un peu la question, par exemple, au monde politique, pourquoi on n'interdit pas le tabac et l'alcool, qui sont deux drogues dures et qui génèrent des cancers et qui génèrent toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, on pointe en permanence les produits phyto ou les pesticides des agriculteurs et on ne pointe pas d'autres véritables maux dans notre société. Donc, moi, c'est un peu le cri d'alarme d'un agriculteur qui en a ras-le-bol d'être, je vais dire, pointé du doigt par une série de gens des yakas, et il faudrait que. Et ça, ce n'est pas avec ce genre de discours qu'on va s'en sortir. Je vous remercie. Merci. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Oui. Oui, Bruno va compléter. Je prends dans l'ordre. Donc, sur le monde de l'élevage, moi, au départ, je travaillais dans le monde de l'élevage, donc je connais un petit peu le milieu. J'entends ce que vous dites. Moi, je parlais des questions réglementaires liées aux pesticides. En fait, les manifestations de Bruxelles, où effectivement on a mis en avant des problèmes liés au monde de l'élevage, ont conduit à la dérégulation environnementale en grande culture. Donc moi, ce que je dis simplement, c'est que ces pratiques, et j'en ai parlé avec des journalistes, ces pratiques de montrer des éleveurs qui ne s'en sortent pas, et on peut faire un débat, et je participe à des débats sur la réduction de la consommation de viande, etc. Ce n'est pas le lieu ici. Le lieu ici, c'est de parler des pesticides, et moi, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, la conséquence des manifestations de Bruxelles, où on a mis en évidence les problèmes du monde de l'élevage, est la dérégulation totale des politiques européennes en termes d'environnement, en termes de biodiversité, en termes d'usage des pesticides et en termes d'abandon du projet Farm to Fork, où c'était essentiellement la question de la santé humaine et environnementale qui était à l'avant, et il y avait un consensus. Donc il y a eu manipulation. Moi, je dis juste que ces manifestations étaient une manipulation. Et je le maintiens, et il y a des articles de collègues qui le montrent. C'est une manipulation. La deuxième chose sur le Mercosur, ça, c'est la manipulation dans la manipulation. Le problème du Mercosur, c'est que le Mercosur est un traité dans une logique de mondialisation des marchés. Et une partie du monde agricole, et surtout du monde de l'agroalimentaire, est en faveur du Mercosur. Je vous rappelle qu'on a gagné une bataille à l'OMC pour obliger la Colombie à enlever les barrières tarifaires à l'importation de pommes de terre belges. Donc la Belgique a comme projet politique d'être un acteur majeur de l'exportation, de la grande exportation de produits agricoles et alimentaires. C'est clair. 90%, le plus grand exportateur de produits agricoles alimentaires au monde, sur les produits animaux, mais sur les végétaux, on n'en est pas loin, c'est l'Europe. Les Pays-Bas sont le deuxième exportateur mondial de produits agricoles alimentaires après les États-Unis. Et on vient nous tenir un discours en disant « attention aux importations ». Oui, mais si on ne veut pas d'importation, il faut aussi arrêter d'exporter. Et donc qu'on montre les deux facettes du discours. C'est ça la manipulation, c'est de dire une facette et pas l'autre. Et donc la deuxième facette du discours, c'est quoi? C'est qu'on est des grands exportateurs de produits agricoles, donc on n'a aucun intérêt à un système qui est recentré sur l'Europe.
ce qui devrait être la règle, parce que les valeurs européennes en termes d'environnement, de travail, les normes sociales européennes, pour moi, ce sont des bonnes normes. Et donc, on devrait se refermer sur l'Europe. Et sur les pesticides qui reviennent dans les produits agricoles, ça, c'est l'hypocrisie majeure. Hein, mais je pèse mes mots. Hein. La Belgique est un exportateur majeur de pesticides interdits. Et où vont ces pesticides interdits? Où ont été prises les photos? Elles ont été prises au Brésil. OK? Et donc, on exporte des pesticides interdits. Et puis, après, on dit « Ah, mais il y a des pesticides dans les aliments qu'on importe. » Oui, mais attends, il faudrait d'abord arrêter d'exporter des pesticides interdits. Hein. On aurait déjà moins de problèmes avec l'importation de produits qui contiennent des pesticides, qui sont des pesticides vendus par l'Europe. Mais ce discours-là, qui est un discours de cohérence, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas. On ne me parle que des imports, on ne me parle pas des exports, on ne me parle que des pesticides qu'on importe, on ne me parle pas des pesticides qu'on exporte. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'on parle de tout. Moi, je n'ai pas de problème à parler de tout. Hein. Alors, je ne sais pas si Alain Minc est agronome. Moi, je suis agronome. Et ce chiffre que vous citez est faux. Donc, la sécurité alimentaire au niveau planétaire n'est pas dépendant, on le sait depuis 1976, par les travaux d'Amartya Sen, qui lui est prix Nobel d'économie. Le problème de la faim dans le monde n'est pas lié à l'augmentation de la productivité en Europe. OK ? La productivité en Europe, si vous voulez vous en convaincre, regardez sur Internet le film La planète lait. En étant hyper productif en Europe, ce qu'on fait, c'est qu'on tue les marchés africains, c'est qu'on tue le développement agricole en Afrique, et c'est qu'on empêche à ces populations de se nourrir eux-mêmes. Donc moi, je veux bien discuter avec vous de l'agriculture conventionnelle et tout. Je n'ai rien contre l'agriculture conventionnelle. Je suis par contre totalement opposé à un modèle agricole qui demande une production constante des rendements, une réduction perpétuelle des prix pour exporter. Donc ce modèle-là, j'assume, je ne veux pas l'entendre et je suis contre. Mais je ne suis pas contre les agriculteurs qui sont conventionnels. Loin de là, je le dis d'ailleurs, je n'ai pas polarisé là-dessus. J'ai simplement dit qu'il y avait une incohérence des politiques. Je n'ai pas dit qu'il y avait une incohérence politique. Et bien sûr que j'ai mis en avant la manifestation parce qu'elle a renforcé cette incohérence. On n'a pas discuté du vrai problème. On n'a pas discuté de la question de quelle est la trajectoire d'avenir pour l'agriculture européenne. Parce qu'en plus, cette trajectoire de compétitivité, tous les économistes le montrent, on va droit dans le mur. Parce que comment est-ce qu'on va être plus compétitif que les Argentins qui ont des OGM et des superficies de plusieurs centaines d'hectares, que les Américains qui dérégulent tout? Comment nous, Européens, avec nos règles sanitaires, nos règles sociales, nos petits terroirs là sympas avec des haies et tout, comment nous, les Européens, on va aller se battre contre ces personnes? On n'a aucun espoir de gagner. Et donc moi, je ne comprends pas cet acharnement à vouloir toujours produire plus. Je ne comprends pas. Sincèrement, je suis perdu. Et je suis prêt à venir parler. J'ai d'ailleurs été l'autre jour aux Trois Clés parler avec des agriculteurs qui étaient producteurs de légumes, etc. Moi, ça ne me dérange pas d'aller parler. Mais qu'on m'explique quand même pourquoi on a besoin d'Alain Minc pour expliquer le modèle. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin d'Alain Minc et des centrales nucléaires. Très sincèrement, je ne comprends pas qu'on parle d'agriculture. Hein. Moi, la question que je pose, c'est quoi le projet aujourd'hui du monde agricole qui dérégule le système à 10 ans? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de supprimer les 4% de biodiversité? C'est quoi l'objectif de supprimer les conditionnalités? Moi, je voudrais savoir où on va. Je n'ai pas besoin d'arguments de dire que je suis un écolo-bobo. Moi, je ne suis pas écolo-bobo. Moi, je suis un chercheur qui fait des recherches. Ben voilà, bon, je ne comprends pas de quoi on parle. Hein. Et l'agriculture raisonnée, c'est génial, mais l'agriculture raisonnée, c'est bien le projet d'Ecofito. Moi, je connais bien les collègues d'Ecofito. Le problème, c'est que 3000 fermes défis sont entrées dans ce projet. On fait de l'agriculture raisonnée. On diminué de 25% leur usage des pesticides. Je suis d'accord avec vous. L'agriculture raisonnée, ça marche. Sauf que quand vous faites le bilan total de l'usage des pesticides en France, ça augmente de 3%. Donc ce que je dis justement, c'est qu'il faut arrêter de mettre le poids sur l'agriculteur. Il faut arrêter de dire que c'est l'agriculteur qui doit changer ses pratiques. Il faut mettre le poids un étage plus haut. Ça, je suis super d'accord avec vous. Les gens qui font de l'agriculture raisonnée, ils ont fait des gros progrès. On a réduit l'usage des pesticides en céréales en Belgique. Je suis super d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que ça ne bouge pas sur l'indicateur final. Parce qu'on fait plus de patates, parce qu'on fait plus de poires à l'exportation, parce qu'on fait plus de trucs. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on se moque des agriculteurs, qu'on leur demande de faire des efforts, et qu'à la fin, l'indicateur ne bouge pas. Donc je pense qu'on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Et moi, j'ai rien contre l'agriculture raisonnée. Vraiment, c'est...
Mais il faut arrêter de l'utiliser. Ce que je suis fâché, c'est qu'on l'utilise comme excuse pour maintenir les politiques de grande exportation. C'est ça qui m'énerve. Et 90% de la grande exportation, c'est des multinationales. Donc ce qui m'énerve, c'est que les agriculteurs soutiennent les multinationales, une partie des agriculteurs soutiennent les multinationales qui n'ont pas de projet pour eux, mais qui ont des projets pour leurs actionnaires. Oui. C'est ça qui m'énerve. On va peut-être donner la parole à Bruno, s'il veut compléter un peu par rapport aux trois questions. Merci Philippe. Merci. Je pense que tu as abordé les bonnes questions. Je vais revenir en ce qui concerne importation-exportation. Pour avoir beaucoup circulé dans les pays du Sud, et je travaille depuis plus de 30 ans avec différentes associations professionnelles qui s'occupent d'import-export, et notamment de fruits et légumes des pays du Sud. Il faut bien constater que quand nous exportons, nous, les Européens, des produits agricoles, par exemple des ailes de poulet, des cuisses de poulet dans des pays africains, on détruit complètement les filières locales. Au Cameroun, on a vu disparaître la filière avicole totalement, parce qu'on avait, venant d'Europe, des produits qui étaient vendus à des prix qui étaient absolument... enfin, il était impossible pour les éleveurs locaux d'être en compétition. Donc, c'est une vision tout à fait européenne de penser à la sécurité alimentaire de cette façon-là. Les 3/4 de la planète cultivent autrement. Ils n'ont pas notre modèle agricole. On essaye de leur imposer. Il y a des volontés politiques là-bas, et parce qu'il y a des grands groupes aussi qui investissent, qui veulent pousser l'utilisation des pesticides. Et il y a la croissance démographique. Mais en tout cas, la FAO, qui a fait des bilans sérieux, des études complètes, ont montré que l'agroécologie et la culture biologique produisaient plus dans ces régions-là, notamment dans les régions du Sahel, que les modèles où on avait essayé de faire ce qu'on appelle la révolution verte, où on avait amené en fait notre modèle, on avait tenté, nous les agronomes, d'exporter notre modèle. C'est ce qu'on a fait de Jean Blou d'ailleurs, hein. Beaucoup de mes confrères de mon âge, qu'est-ce qu'on faisait? On avait appris un modèle qui était, paraît-il, le meilleur, et on tentait de l'exporter dans ces pays-là. C'était un échec, parce que dès qu'on arrête évidemment la subvention, ça ne fonctionne pas. La petite agriculture familiale est beaucoup plus productive et beaucoup moins dépendante des intrants. Il y a le problème des semences, qui lui mériterait un débat lui tout seul, parce que quand on veut faire des légumes de qualité et qu'on n'a pas de semences et de filière de production de semences, c'est un vrai problème. En ce qui concerne les normes, les pesticides dans les produits importés, on a quand même au niveau de l'OMC ce qu'on appelle l'accord SPS. Ça veut dire que nous n'en faisons pas entrer dans nos marchés des denrées alimentaires qui ne répondent pas à nos normes sanitaires et phytosanitaires. Donc, pour les résidus, oui, on va trouver des résidus de produits qui ne sont plus autorisés en Europe, mais avec des limites maximales de résidus qui sont les mêmes, hein, l'application, c'est les mêmes que quand on produit en Europe. Donc, si vous importez des haricots du Kenya, par exemple, les normes qui s'appliquent sont exactement les mêmes que si vous faisiez des haricots dans notre pays, en ce qui concerne en tout cas les résidus de pesticides. Et donc, par exemple, quand les produits ne sont plus autorisés en Europe, il faut savoir que la limite maximale de ces résidus est ramenée à la limite de détection, généralement 0,01 mg par kilo, c'est-à-dire une trace. Alors, dommage qu'il y ait une trace, d'accord, mais il ne faut pas raconter non plus n'importe quoi. Le dernier avatar de l'agriculture, dommage que M. Jacques n'est pas là aujourd'hui, mais il était là la dernière fois. Il n'est pas là dans la salle, non? Il n'y a personne ici de Phytophare ou sa nouvelle version. Ce qu'on nous vend maintenant, c'est l'agriculture de précision. Hein? Ça va résoudre tout. Hein? Donc, voilà, effectivement, mes confrères travaillent sûrement très bien, mais ils ne changent pas fondamentalement le système. On essaye de faire des gains à la marge. Par exemple, on essaye de réduire la dérive par toutes sortes de techniques. On essaye de mieux utiliser les produits, etc. Mais vous n'allez pas réduire de manière très significative l'usage des pesticides en partant du point de vue qu'ils sont quand même toujours indispensables.
Donc ce qu'on voit, c'est la conséquence, c'est les figures qui ont été présentées. Depuis des décennies, on essaye d'améliorer, on essaye de mettre des emplâtres sur une jambe de bois, mais je suis arrivé, moi, justement, par la recherche, à conclure que les dégâts étaient supérieurs aux gains attendus, que ça coûtait énormément cher d'améliorer ou de tenter d'améliorer quelque chose, plutôt que de changer. En fait, on pourrait comparer, sans vaut comparaison n'est pas raison, mais est-ce qu'on peut encore améliorer le moteur thermique dans nos voitures tellement qu'il pollue moins, ou est-ce qu'il va mieux pas passer quand même à la voiture électrique? C'est un peu le même genre de débat. C'est un choix réellement qu'il faut faire, avec toutes les conséquences que ça a, évidemment, en matière de révolution mentale. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un choix qu'il faut faire. C'est un choix politique. Merci beaucoup. Alors, on va reprendre 3 questions, peut-être d'autres personnes. Oui, là. Oui, on m'entend, merci. Mathieu Lambert de l'UNAB. J'avais une question par rapport, en septembre, je pense 2024, il y a eu un rapport suite à un dialogue stratégique pour une vision de l'agriculture, et j'aurais souhaité, parce que vous ne l'avez pas évoqué, je me demandais quel était votre avis, parce que j'avais l'impression que certaines personnes se voyaient du positif dans ce rapport de dialogue stratégique, et qui pourrait amener un peu d'optimisme par rapport effectivement à la mise au frigo du Green Deal, du Green Deal effectivement, et d'autres réglementations environnementales. Et j'en avais une deuxième. Oui, je n'ai plus le chiffre en tête, mais j'ai lu que l'augmentation des pesticides, une part importante de l'augmentation de l'usage des pesticides était liée à peu d'exploitation agricole. Je ne sais pas si c'est une donnée que vous avez en tête et que vous pourriez éventuellement préciser, mais donc vous évoquiez tout à l'heure la diversité en fait de modèles agricoles et de fermes qu'on a. Donc c'est un mythe effectivement, cette agriculture familiale que certains veulent vendre. Et je trouve que ce chiffre, enfin j'ai pas le chiffre, mais l'idée derrière ce chiffre vient renforcer une forme d'inégalité et de gros décalage. Merci. Il y avait une question ici en bas. Oui. Allô. Oui. Oui. Bonjour, Gilles de Moffat, agriculteur. La suppression des pesticides ne va pas induire automatiquement une augmentation de la consommation des produits bio. Avez-vous un plan pour augmenter la consommation? C'est indispensable. Merci. Là derrière. Christian Dermont, biologiste. De mon temps, il y avait un ministère de l'agriculture, eau et forêt. Et pour moi, le climat travaille sur l'ensemble du surface. Et les surfaces urbanisées étaient les chancres de l'ensemble du territoire qui recoupe. Et actuellement, c'est l'ARN, agriculture, ressources naturelles, environnement. Que pensez-vous de cette organisation administrative où les deux têtes antagonistes se bouffent le nez sur le terrain? Merci. Alors... Je commence. Bon, alors... le dialogue stratégique. Vous imaginez bien que les manifs de janvier 2024, ça a quand même vraiment questionné l'Union européenne, notamment Ursula von der Leyen, qui était à la tête de la Commission, qu'il est toujours. Et donc, ils se sont dit, on peut pas construire là-dessus. On peut, dans l'urgence, lâcher du lest, ce qu'ils ont fait, et puis on va essayer de reconstruire quelque chose. Le quelque chose, il arrive aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'Union européenne va publier sa vision pour l'agriculture. Pour ceux qui suivent de plus loin l'actualité, les élections en Allemagne, c'est dimanche. D'accord ? Donc, c'est pas un hasard que la vision pour l'agriculture sorte aujourd'hui. D'accord ? Elle a été reportée plusieurs fois. Et pour construire cette vision pour l'agriculture, Ursula von der Leyen a constitué un groupe
de tous les représentants, depuis des représentants des consommateurs, des représentants du bio, des représentants de l'agroécologie, mais aussi les représentants des fertilisants, la Copac-Cogeca, etc. Ils étaient 29. Ils ont travaillé pendant 9 mois à mettre en place un rapport qui s'appelle le dialogue stratégique pour l'avenir de l'agriculture, qui normalement doit servir de base à la vision future de l'agriculture. Alors, ce dialogue stratégique a eu un résultat positif, c'est qu'il a remis autour de la table les gens. Donc ça, c'est quand même super chouette. Hein. Donc là, il a remis autour de la table les acteurs pour qu'ils se parlent, pour qu'ils partagent des visions. J'ai publié un papier sur ce dialogue récemment dans la revue Économie politique. Et en soi, c'est un catalogue de bonnes intentions qui est motivant. Il présente quand même trois faiblesses. La première faiblesse, c'est qu'on propose tout. Donc tout le monde s'y retrouve. Donc les gens qui vendent plus de fertilisants chimiques sont contents, et les gens qui veulent plus de bio sont contents aussi. Le problème, c'est que comment on va assurer ça avec des ressources en baisse, et donc comment est-ce qu'on va arriver à avoir une politique qui satisfasse tout le monde. Donc là, il y a quand même un premier problème, c'est tout le monde est content, mais on n'a pas chiffré comment on faisait les arbitrages. Mais ce n'était pas le but. Donc. Le deuxième problème, c'est qu'ils étaient 29 et il y avait 0 scientifique. Et quand vous lisez le rapport, il y a 0 fait scientifique dans le rapport. En gros, il n'y a pas de chiffrage, il n'y a pas de données. C'est un catalogue de bonnes intentions qui n'est pas inintéressant, mais on n'a pas prouvé que c'était faisable. Et on n'a pas prouvé où étaient les enjeux. Et la troisième dimension de ce dialogue, moi je peux vous envoyer le papier si ça vous intéresse, c'est que on fait ce qu'on appelle en anglais du policy layering, c'est-à-dire qu'on va remettre une couche de politique sur les couches de politique existantes. Et donc l'objectif de ce dialogue stratégique, c'est de proposer des nouvelles politiques pour le gaspillage, des nouvelles politiques pour différentes choses, pour de la compétitivité, etc. Et donc on a déjà des couches et des couches de politique, et on rajoute encore des couches de politique. Et donc c'est un rapport qui, systématiquement, toutes les pages, on dit il faut plus de moyens et des nouveaux instruments politiques et des nouvelles structures. Voilà. Et donc tout ça est fait de bonne foi, tout ça a été fait intelligemment, mais là le problème c'est aujourd'hui on va devoir faire les arbitrages. Comment on va faire les arbitrages par rapport au rapport? Et donc le politique, entre guillemets, avec un petit peu d'ironie, il va picorer dans ce rapport des choses en disant ben, on va faire ça et ça et on va pas faire ça et ça. Et donc ça, on dira ben, c'était dans votre truc. Oui, c'était dans votre truc, mais il y avait un autre truc dans le truc que tu n'as pas pris, le truc là. Bon, voilà, donc ça c'est un peu embêtant, quoi. J'ai pas les chiffres sur les peu d'exploitations à fort impact. Ce que j'ai dit, et je le rappelle, et c'est dans tous les rapports en France aussi, c'est que c'est surtout l'effort devrait porter aujourd'hui sur certaines cultures qui sont très, très, très demandeuses de pesticides. Et pour moi, le point n'est pas de dire est-ce qu'il faut plus ou est-ce qu'il faut encore cultiver des pommes de terre, est-ce qu'il faut encore cultiver des céréales et tout. Un débat qu'on doit avoir, et je n'ai pas eu le temps de le placer, et je profite maintenant, c'est la question de l'usage. Moi, je suis en faveur qu'on produise des choses sur notre territoire, et je ne suis pas contre le fait qu'on les produise avec une variété de modes de production, mais c'est pour quoi faire. Est-ce que ça fait du sens de mettre des pesticides sur des céréales qu'on va envoyer à BioOnce pour faire du biocarburant? Moi, je pose la question. Alors, on me parle tout le temps de la sécurité alimentaire. Mais en Wallonie, c'est seulement 10% des céréales qui servent à nourrir des gens. Et 90% des céréales qui servent à autre chose. Donc 45% nourrir des animaux, 30%, je tombe jamais juste à la fin, mais c'est pas grave, 30% pour BioOnce, et encore, les céréales à l'exportation, c'est plus important, c'est 13%, c'est plus important que les céréales pour nourrir les gens. Donc moi, je suis prêt à en parler, mais qu'on parle de pourquoi on produit des choses, pourquoi faire? On va acheter nos céréales alors. Attendez, oui, on va... Il faut qu'on ait des acheteurs. Si on produit, il faut quelqu'un qui nous achète quelque chose. Oui. Il faut qu'on ait un revenu. Oui, va... mais non, j'ignore pas du tout. Je travaille avec le secteur des céréales depuis 4 ans. Et donc, le problème du secteur des céréales, c'est qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils pourront encore vous les acheter dans 10 ans, si c'est pour le marché mondial. Parce que sur le marché mondial, nos céréales, dans 10 ans, plus personne n'en veut. Hein, parce qu'elles sont trop chères. Et donc, la question, ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'aujourd'hui et je comprends la difficulté d'aujourd'hui. La question, c'est qu'on n'a pas une conversation sur dans 10 ans. Oui, on ne va pas commencer le débat. Oui. On prend les questions
après. Voilà. Voilà. Mais la question, c'est... Bon. On va passer à la question, sur la question comment sur augmenter la consommation. Mais monsieur, vous gagnez votre vie grâce à des subsides européens et grâce à des politiques agricoles européennes. Vous ne gagnez pas votre vie grâce aux gens qui vous achètent vos produits. Il faut arrêter ça. Hein. Il faut arrêter. 100% du revenu des éleveurs, c'est du subside européen. 100%. Moi, j'ai fait du bio pendant 10 ans. Je viens d'arrêter cette année. Ben oui. Donc, j'avais une idée, un idéal. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte, BTR se salissait, les prix des produits bio diminuaient. Ben oui. On va en parler. Voilà. On va peut-être en passer parler. justement à la question Deux ici. choses. Comment augmenter justement la consommation? C'était la deuxième question. Ça. Donc, je termine justement, fort impact. Pour justement, si vous... Oui, tout à fait. Si on va parler de ça. Si vous étiez producteur bio, bah, comment? C'est ça le problème, finalement. Non, je pense que c'est pas le problème. On va répondre. On va répondre à la question. Donc, non, mais le problème, on va le redire. Donc, premièrement, des exploitations à fort impact. Moi, elles m'intéressent fort, ces exploitations, parce que c'est ces exploitations-là qui, avec des changements minimes, vont permettre de réduire fortement les pesticides. Donc, je pense qu'on doit avoir un travail spécifique sur les gros acteurs pour voir avec eux comment on peut réduire l'usage des pesticides. Parce qu'ils ont une marge de manœuvre énorme. Et sur la consommation de produits bio, et là, je réponds à votre question. La question, c'est qui détermine la consommation de produits bio? Vous avez déjà été au Deleuze voir où sont mis les produits bio dans les rayons? Ils sont descendus de 4 étages. Hein. Ils sont au fond, là, les lentilles bio, j'ai été récemment, ils sont au fond des rayons. Donc pour moi, effectivement, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites sur les prix. Mais la question pour moi, c'est que ce n'est pas nous les consommateurs qui sont responsables de ces prix, ce n'est pas nous les consommateurs qui sont responsables de ces choix de filières, mais ce sont les acteurs des filières. Donc moi, je voudrais, et d'ailleurs on organise une conférence la semaine prochaine avec eux, il faut discuter avec Harvesta, il faut discuter avec Walagri, il faut discuter avec la SCAM, il faut discuter avec ces acteurs-là de savoir c'est quoi leur projet. C'est quoi le projet de McCain? Et donc, il faut arrêter d'opposer les consommateurs et les agriculteurs en disant c'est de la faute des consommateurs qui ne consomment pas bio que les agriculteurs ont des prix dégueulasses. Mais non, pas du tout. Et on parlait du Sud. Aujourd'hui, les gens qui produisent des cacao, ils ont augmenté leur prix parce qu'ils n'ont produit rien du tout. Mais les gars qui vendent du chocolat, ils ont augmenté de 10 centimes le prix du cacao, ils ont augmenté d'1 euro le prix du kilo de chocolat. Qu'est-ce qui s'en met plein les poches là? Qu'est-ce qui s'en met plein les poches? Et donc, en fait, il faut commencer une conversation avec les acteurs de la filière. Mais le problème, c'est que les agriculteurs, ils sont solidaires des acteurs de la filière parce qu'ils sont en commerce. Et donc, le problème, c'est que quand vous êtes en commerce avec Walagri, vous n'allez pas vous disputer avec Walagri. Mais moi, je voudrais qu'on ne discute pas aujourd'hui, mais dans 10 ans, c'est quoi le projet pour l'agriculture wallonne? Est-ce que dans 10 ans, il y aura encore une usine à Leuze? C'est ça la question. On est en train de construire pour 600 millions d'euros d'usines dans le nord de la France en pommes de terre. Vous croyez qu'on va garder Leuze? Donc moi, ce que je propose, ce n'est pas d'opposer les gens, mais c'est de dire arrêtons de faire semblant. Arrêtons de réfléchir uniquement avec les contraintes d'aujourd'hui. Ouvrons un dialogue avec les acteurs, et ce n'est sûrement pas les agriculteurs conventionnels qui sont responsables de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Ce n'est pas les éleveurs qui sont responsables de la situation dans laquelle aujourd'hui. Le responsable, c'est le fonctionnement du système alimentaire. Ceux qu'on n'a jamais vus à la télé lors des manifs de janvier, c'est les acteurs de l'agroalimentaire. Vous les avez vus à la télé? On ne les a jamais vus. C'est eux qui déterminent les prix, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui détermine les prix. ARNE, moi je trouve que c'est génial. Donc ARNE, non mais je voudrais dire quelque chose parce que c'est pas facile pour beaucoup d'entre nous. C'est pas facile pour les agriculteurs. C'est pas facile pour certains chercheurs. Mais c'est pas non plus facile pour les fonctionnaires. Et donc je pense qu'il faut faire attention parce que les fonctionnaires, les gens qui sont dans la fonction publique aujourd'hui, ce sont des acteurs clés, notamment sur cette question des régulations, sur cette question des projets d'avenir. Et il faut faire alliance avec ces acteurs parce qu'ils peuvent aider à cette transition. Alors, ils ne sont pas tous parfaits. Mes étudiants ne sont pas parfaits, les agriculteurs et les agricultrices ne sont pas parfaits, et je ne suis pas parfait. Mais je pense qu'il faut être vigilant parce qu'au niveau de l'Europe, au niveau de l'ARNE, au niveau des différentes administrations, au niveau fédéral belge, il y a une vraie connaissance par les fonctionnaires de la façon dont ça fonctionne et des trajectoires qu'on pourrait prendre. Il faut les mettre plus dans la conversation. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose sur lequel il faut construire. Et ça, c'est aussi dans le bouquin de Stéphane Foucard, si vous lisez le bouquin « Et le monde devint silencieux », en insistant sur ça.
Les gens à l'EFSA, Bruno et moi on les connaît, il y a plein de gens de bonne volonté à l'EFSA. Il y a vraiment plein de gens avec beaucoup de connaissances. Mais après, il y a des influences, il y a des jeux de lobby et des choses comme ça qui bloquent tout. Merci. Alors, quelque chose à rajouter ou Non, moi j'aurais voulu poser une question à Philippe. Dans les instruments que tu as cités, tu n'as pas parlé des instruments législatifs. Est-ce que tu ne crois pas que la législation, par exemple via les critères d'autorisation, mais pas que, hein, pourrait aussi être un instrument? Ou est-ce que c'est contre-productif ou trop limitant? Non, c'est super important et merci de le mettre sur la table. J'étais à l'Europe travailler dans un atelier sur le juste prix de la nourriture et c'était rigolo parce que les scientifiques toute la matinée ont parlé chiffres et les fonctionnaires européens et les acteurs de l'Europe toute l'après-midi ont parlé législation. Et donc je pense qu'on a une méconnaissance des législations et je plaide coupable, mais que la législation c'est vraiment des bras de levier extraordinaires pour faire avancer les choses. Si ça vous intéresse et que vous êtes sur LinkedIn ou des réseaux, le spécialiste de ce sujet-là, c'est M. Gris-Monpré, avec un Z à la fin, qui est professeur à l'Université de Poitiers. Il fait un boulot incroyable sur les législations. La question, c'est la cohérence entre les législations et les politiques. Donc les législations ont souvent, et on l'a vu en janvier 2024, hein, sont très faibles s'il n'y a pas une cohérence politique qui garantit le maintien des législations. Donc c'est les instruments essentiels de la mise en place de politiques, mais il faut qu'on arrête justement... Et bon, vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, quoi. C'est vraiment, par-delà tout ce qui nous énerve, si vous regardez finement ce qui se passe, aujourd'hui c'est une guerre entre des régulateurs qui portent des législations qui ont été faites pour le bien commun et des acteurs politiques qui n'ont plus rien à faire du bien commun et qui veulent détruire ces législations. Et notamment, on revient à la question de la fonction publique, détruire l'administration. Et donc, on a besoin d'une administration européenne et régionale sur l'agriculture. On a besoin de normes et de législation. Ça assure la sécurité des consommateurs, des agriculteurs et des chaînes de valeur. Il faut vraiment se battre pour que ces législations soient les plus cohérentes possibles. Mais ce qu'il y a, c'est que pour le moment, ça a l'air d'être la variable d'ajustement. Je ne comprends pas. Moi, sérieusement, c'est vrai que je m'énerve un peu, mais... Je ne sais pas si vous imaginez, quand vous avez cru à un projet pendant 10 ans et qu'en 3 jours, votre projet est détruit, c'est vraiment désagréable, quoi. Et donc, en janvier 2024, 10 ans de recherche qu'on avait faites qui démontraient des choses sur les trajectoires de l'agriculture, et de bonne foi, avec notamment les agriculteurs, ont été détruits en 3 jours. Et 10 ans de législation ont été détruits en 3 jours. Ils ont été détruits. Les législations ont disparu, monsieur. Je regrette, les 4% c'est fini, les régulations pesticide c'est fini, Farm to Fork c'est fini. Donc on a détruit. Farm to Fork, c'était 10 ans d'investissement de scientifiques, de fonctionnaires, d'acteurs du monde agricole. D'acteurs du monde agricole qui étaient d'accord que c'était un beau projet pour l'Europe. Détruit, quoi. Et donc voilà. Et donc la législation, c'est un pilier fondamental, mais par exemple, mes étudiants n'ont pas de cours sur les législations agricoles, et c'est un vrai problème. Mes étudiants, c'est moi qui donne les cours de politique, quoi, vous imaginez le niveau, quoi. Mais donc, mes étudiants n'ont pas aujourd'hui une formation qui leur permet, on parlait de la formation, cette formation sur les législations, ils sont pétés à examen s'ils confondent certification, labellisation, heureusement déjà. Mais voilà, il y a quand même, là-dessus, il y a un champ qui n'est pas assez investi. Et quand je dis mes étudiants, c'est aussi mes collègues. Hein. Donc, c'est aussi un problème. Mais donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on devrait tous avoir une meilleure culture de législation, des fonctionnements politiques agricole commune, tout ça. Ça faciliterait les choses. En fait, si on comprenait mieux comment ça marchait, on serait mieux équipé pour trouver les trajectoires ensemble et on se disputerait moins. Je pense qu'on se dispute parce qu'on ne se comprend pas. Oui, voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges très riches.